Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 913 et petite parenthèse, non, il n'y aura pas de critique analyse du chapitre 912 parce que tout simplement, je n'ai pas eu le temps. Alors, dans ce chapitre 913, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour moi, il est séparé en deux parties. Première partie, c'est-à-dire la confrontation entre Basil Hawkins, Zoro et Luffy, et la deuxième partie, c'est tout simplement quand ils se sont enfuis et qu'ils ont été au village de Okobore où on a rencontré un sumo, une jolie fille et aussi trois autres personnes dont on parlera en détail à la fin de cette vidéo. Bref, encore une fois, plein de choses à dire. Alors on ne perd pas de temps, c'est parti pour la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 913. Avec l'introduction que j'ai fait tout à l'heure, je m'aperçois que j'ai pris un tout petit peu trop de café ce matin, donc je suis un peu trop excité. On va un petit peu se calmer et on va commencer par parler justement d'un mec qui est super calme. Il s'agit de Basil Hawkins. Il a une prime de 320 millions de berries, qui est la même prime que Zoro, et à travers cet exemple, Eiichiro Oda veut surtout nous rappeler que même si deux personnes ont la même prime, ils n'ont pas la même puissance. Zoro, depuis le début du Nouveau Monde, n'a fait que se balader. Il a passé 2 ans à s'entraîner avec Mihawk, donc on peut imaginer, sans trop dire de conneries, que Zoro a un niveau de puissance qui est vraiment phénoménal, et il est bien plus puissant que Basil Hawkins. Même si pour la première fois depuis son entrée dans le Nouveau Monde, on a un Zoro qui saigne, c'est parce qu'il a dû protéger Luffy, Tsuru ainsi que Tama. Il a aussi remarqué que la force de la créature qu'a créé Basil Hawkins était vraiment très forte, parce que quand il part le coup là, quand il croise ces deux katanas, on voit justement qu'il a un petit peu de mal, mais c'est les seuls trucs où il est mis un petit peu en défaut. On ne peut pas dire, comme j'ai pu le lire certaines fois, que Basil Hawkins a un niveau équivalent à Zoro. Par contre, on peut imaginer que plus tard, parce que là on a eu une première altercation, combat entre Zoro et Basil Hawkins, on peut imaginer que bien plus tard, il va y en avoir une deuxième et qu'on va voir enfin les vrais pouvoirs de Basil Hawkins, et que grâce à son jeu de cartes, on va en parler tout à l'heure, il puisse pendant un fragment de temps avoir une puissance phénoménale qui pourrait mettre en défaut, et pourquoi pas, oui, je vais les dire, surpasser Zoro. Alors, pour expliquer tout ça, on va un petit peu détailler la puissance et les pouvoirs surtout de Basil Hawkins. On vient d'apprendre le nom de son fruit, qui est le Wara Wara no Mi. Wara qui veut dire tout simplement paille, hein, Mugiwara no Luffy, hein, Mugiwara c'est chapeau de paille. La chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est que il a un pouvoir lié à la paille. C'est totalement différent du pouvoir qu'on pensait qu'il avait quand il était au niveau des Shabondi. On pensait que Eiichiro Oda, j'avais pas fait beaucoup de recherches à l'époque, nous avait donné le fruit du démon, mais qu'on n'a pas fait attention, qui était peut-être le fruit du démon, le vaudou no Mi. C'est aussi pour ça qu'à la rigueur, il s'appellerait le magicien. Et donc, les poupées qu'il avait créées étaient liées à son fruit du démon. C'est-à-dire vu qu'il avait dans notre tête le fruit du vaudou, il pouvait créer bien sûr des poupées vaudou, il pouvait lier les âmes avec différentes personnes. Or ici, c'est totalement différent. Il a le fruit, je le répète encore une fois, du Wara Wara no Mi, donc il crée de la paille. C'est un fruit comme Doflamingo. C'est un fruit paramécia productif. Doflamingo produit des fils, lui, il produit de la paille. Alors, il aurait pu, comme beaucoup de personnes mangeant un fruit des démons, faire des trucs qui seraient pas badass, c'est-à-dire créer des chapeaux de paille et ouvrir un magasin. Non, comme Crackers, à la rigueur, que j'avais dit à une époque, il produit des biscuits, donc il aurait pu devenir, je sais pas moi, pâtissier, boulanger, dans un patelin complètement paumé. Non, il a décidé d'utiliser, c'est ça que j'adore avec Eiichiro Oda, c'est qu'il l'utilise d'une façon totalement différente, et ce qui est bien, c'est que le fruit du démon va parfaitement avec la personne qu'il est. Et ce qui est vraiment génial, c'est que je viens de comprendre pourquoi on l'appelle le magicien. Parce que il utilise des pouvoirs occultes. Et on le voit avec les poupées vaudou, c'est-à-dire que son fruit du démon lui permet de créer et d'interagir avec des petites poupées en paille, et c'est sa capacité hors fruit du démon à être un magicien qui lui permet
d'utiliser ses poupées. Son fruit du démon n'est seulement qu'un support à l'utilisation de son pouvoir principal qui est la magie. C'est-à-dire que le voir faire de la taromancie, c'est quelque chose de magique et on peut imaginer même qu'il y ait une autre déviation de son pouvoir magique de faire de l'illusion. Comme tout magicien, de créer des choses. On va voir s'il va y avoir une petite, mais c'est comme ça, vraiment, parce que pour moi, Basil Hawking, avant tout, est un magicien. Alors là, maintenant, on va faire un petit peu de cours. On va essayer d'expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé par rapport aux cartes, parce que j'ai vu que pour beaucoup d'entre vous, c'était assez obscur. Il utilise un jeu de cartes pour pouvoir prédire un avenir potentiel. Et ça, c'est tiré de quoi? C'est tiré de la taromancie. La taromancie, c'est par rapport à un jeu de tarot qui a été introduit en France au 15e siècle. Au 18e siècle, il a été lié à la cartomancie et est devenu une branche qui est la taromancie. Et il y a un tarot qui s'est vraiment développé, qui est le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille est constitué de 78 cartes. Il y a, si mes souvenirs sont bons, 56 cartes qui sont les arcanes mineures, qui sont les jeux de cartes normales, comme vous pouvez trouver un petit peu partout, où il y a des cartes en plus qui sont rajoutées, qui sont les cavaliers. Et après, vous avez 22 arcanes majeures qui permettent vraiment de mieux comprendre les futurs possibles. Et là, on en a eu deux qui ont été présentés, qui ont été le fou, qui est aussi appelé Mat, qui est la carte numéro 0, et après le pape, qui est la carte, si je ne dis pas de conneries, numéro 5. Et à travers ces deux cartes, on va pouvoir un petit peu comprendre comment ça fonctionne, parce que quand tu tires les cartes que tu veux prédire l'avenir, ça dépend de deux choses. Premièrement, la position de la carte, si elle est en position normale ou si elle est en position inversée, c'est-à-dire retournée, et aussi par rapport aux cartes qui sont autour de la carte principale qui a été tirée. C'est un petit peu obscur pour certains, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé les esprits. Alors ici, tel que Ichiro Oda l'utilise là, c'est-à-dire que Basil Hawking ne fait que tirer des cartes pour apporter un pouvoir en plus. Il dit bien qu'on va jouer au jeu de cartes de paille. Et ce qui se passe, c'est que la carte qu'il va tirer au début va lui permettre de donner un pouvoir à une poupée qu'il possède. C'est pour ça qu'il dit bien le jeu de cartes de paille. Et là, on voit qu'il tire le fou. Et le fou, quand il est en position normale, c'est un signe d'aventure, c'est un signe de liberté. Et quand il est retourné, c'est un signe de destruction et de chaos. Et là, vu qu'il l'a eu en destruction, le fou, vu qu'il était inversé, au lieu de libérer peut-être la puissance du personnage qui est lié avec la poupée, elle l'a transformé et elle l'a détruit par une autre personne. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand le mec se prend, les deux mecs qui se combattent entre eux, quand l'autre il coupe le mec qui est en lien avec la poupée, on voit que la poupée elle aussi est coupée. Donc ce qui veut dire que quand il a tiré le fou et qu'il a été inversé, c'est le chaos qui s'est impliqué à la poupée. La deuxième fois, et même la deuxième et troisième fois où Basil Hawking tire les cartes, il a le pape inversé. Il faut savoir que le pape, quand tu le tires en version normale, elle indique un guide, quelqu'un qui va montrer le chemin. Le pape est le symbole de la spiritualité et c'est la personne normalement qui est là pour guider les fidèles sur la voie de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que quand il le tire en inversé, normalement, ça ne veut pas dire ce qui est montré dans le manga. C'est-à-dire que quand tu le tires en version inversée, ça montre que tu n'as pas le choix dans ta vie, que tu es obligé de subir une force extérieure. Alors que là, Ichiro Oda, quand il a montré la carte inversée, il a pris le symbole littéral inverse de la véritable signification du pape. Je le répète, le pape en version normale indique une voie, indique un guide qui va nous montrer quelque chose. Donc quelqu'un qui va nous précéder et qui va nous montrer la voie. Là, quand il l'a mis en version inverse, il prend non pas la personne comme un guide qui va nous montrer la voie, mais comme quelqu'un qui va nous poursuivre. Et c'est pour ça qu'Ichiro Oda dit que quand le pape est inversé, c'est un signe de poursuite. Et donc à partir de là, la carte est appliquée
à la grosse créature qu'il a créée à travers son épée. On va y revenir tout à l'heure au niveau de l'épée. Et c'est le gros monstre qui poursuit les Mugiwara. Et on notera aussi, je sais pas si vous avez fait attention, mais quand Basil Hawkins donne un coup d'épée, le coup d'épée qu'il donne est le coup d'épée qui va être envoyé, qui va être donné par la créature. C'est-à-dire qu'il a envoyé la créature à la poursuite, mais c'est encore lui qui la contrôle et qui lui fait faire les mouvements. Parce qu'on voit que même s'il a un fruit du démon productif, même s'il l'a produit au niveau de son épée, il a réussi à la détacher, il a réussi à l'envoyer et il arrive toujours à la commander. Et le fait qu'il arrive à détacher sa créature et qu'il n'ait plus de lien avec lui, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais tout à l'heure j'ai fait l'allusion avec Doflamingo et les fils. Doflamingo, quand il créait son double de fils, il y avait toujours les fils qui étaient en lien avec son double, et c'est comme ça qu'il pouvait contrôler son double, et c'est comme ça qu'il pouvait le faire attaquer. Une fois que les fils étaient coupés, son double était mort. Là, ici, ça devrait être la même chose avec la créature qu'a créée Basil Hawkins, c'est-à-dire que l'épée, qui est une épée qu'il a pu transformer en paille, a créé justement cette créature. Cette créature s'est détachée, et comme cette créature se détache, normalement, elle n'a plus lieu d'exister. Elle doit tomber en morceaux parce qu'il doit toujours avoir un lien entre le paramécia producteur et la chose qu'il a produite. Tu es toujours obligé d'avoir un lien avec lui. Et là, le lien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est son pouvoir de magicien qui est mis dans l'objet. Le monstre de paille est qu'un réceptacle par rapport à la carte et le pouvoir de la carte qu'il a mis à l'intérieur. Et à travers cette longue explication, je vais mettre en évidence quelque chose, c'est-à-dire que Ichiro Oda arrive à pallier le problème du paramécia productif, non pas par un éveil du fruit, mais par un pouvoir qui est inné, qui est directement lié à la personne. Alors, les autres différentes choses qu'il y a, c'est qu'au niveau du jeu de cartes que possède Basil Hawkins, il y a des cartes vraiment très importantes et qu'on verra peut-être plus tard. On a par exemple la Maison de Dieu. La Maison de Dieu qui est en sens inversé signifie tout simplement la destruction. On a aussi le monde, on a l'étoile, on a la lune, on a le soleil, on a la justice, on a le jugement, et on a bien sûr, la mort, hein, la carte, je crois qui est la carte numéro 13. Basil Hawkins, tel qu'il nous a été présenté maintenant, a l'air de quelqu'un assez lambda. On voit qu'il n'esquive pas les attaques, il est obligé de maîtriser le haki, et quand il y a une attaque qui lui vient dessus, il ne la part pas, il ne met même pas de haki pour pouvoir la contrer, parce que l'attaque qu'avait envoyé Zoro, la première attaque, est une attaque de base, hein. C'est-à-dire que quelqu'un avec un bon haki peut parfaitement la parer, et s'il fait ça, c'est parce que premièrement, je pense que quand il est venu en mission, il a dû voir qu'il n'avait aucune probabilité de mourir ici. Donc, il n'a pas besoin de se protéger parce qu'il sait qu'aucune des attaques qu'il va recevoir vont lui être fatales. Après, celles qu'il a quand même eues, elles ont été palliées par les créatures, les petits bonhommes vaudous de paille qu'il a à l'intérieur, qui sont liés à d'autres personnes. Alors, ce qui est vraiment important ici à comprendre, c'est qu'elles ne sont pas liées à son équipage, elles sont liées à des personnes lambda. C'est comme quand tu jettes un sort à quelqu'un. Normalement, quand tu fais du vaudou, tel que nous on l'imagine, tu es obligé d'avoir un morceau de cheveux, un morceau de peau, pour lier la personne justement à la petite poupée, et après faire du mal à la poupée, et le mal qui est fait au niveau de la poupée est répercuté directement au niveau de la personne. Là ici c'est différent. Encore une fois, Basil Hawkins donne son pouvoir à la poupée, et il envoie un maléfice, et c'est lui qui le lie à une autre personne, et l'autre personne n'est pas du tout au courant. C'est pas son équipage en tant que tel, c'est les sbires de Doflamingo. Au niveau de son équipage, pour l'instant, on n'a vu qu'une seule personne. C'est celui-là qui a une sorte de 2 tresses au niveau de la tête, qu'on avait déjà vu au niveau de Shabundi. Les autres personnes doivent être des personnes lambda sous les ordres de Kaido, et qui sont maintenant sous les ordres de Basil Hawkins, qui est un des sbires, un des lieutenants principaux justement de Kaido, et il les utilise comme des pions. Il les utilise comme Jaji, comme Papune utilisait ses clones. Et en un sens, faire ça, pour Basil Hawkins, ce n'est pas
ce n'est pas méchant, ce n'est pas cruel. Il ne joue pas avec la vie de son équipage. Il joue avec la vie de sbires, de personnes lambda. C'est qu'on voit, qu'on a appris qu'il a 10 créatures à l'intérieur de lui. Je suis retourné dans le chapitre 509 et à l'époque aussi il avait 10 personnes, enfin 10 poupées à l'intérieur de lui, mais par contre ça ne veut pas dire que c'est son nombre maximum. Il peut peut-être monter à 30, 50, 100 et pourquoi pas 1000. Tant qu'il y aura des personnes à côté de lui, il pourra peut-être créer. Le tout c'est de savoir combien à l'intérieur de lui il peut produire et contenir de poupées. C'est ça vraiment la question à se poser. Et à travers ça, Basil Hawking peut être un personnage overcheaté. Il peut subir plein de dégâts sans jamais crever. Alors après, peut-être, c'est savoir si la personne qui va l'attaquer va réussir à l'attaquer plus vite que lui. Il a de capacité, en dernier retranchement, à créer des poupées. Ça peut être le chose. Et je pense que quand il va se sentir un petit peu acculé, en danger, je pense que le véritable Basil Hawking qu'on veut voir venir, justement, viendra. Et encore une fois, Basil Hawking est avant tout un épéiste magicien qui utilise de la paille en support. On va parler maintenant d'une dernière chose, c'est tout simplement ses probabilités. Rappelez-vous, au niveau de Chabonnier, quand il y avait Kizaru qui était devant lui, il avait tiré les cartes pour voir justement combat 0% de chance de gagner, fuite 87% de chance de réussir, et la mort de lui et de son équipage. Quand il avait fait les probabilités, il avait vu qu'il y avait 0 chance qu'il... Enfin, il avait vu qu'il ne mourrait pas encore aujourd'hui. Il avait même dit à Urouge qu'il ne voyait pas l'ombre de la mort planer sur lui. Donc encore une fois, on voit qu'il est dans la vision du futur. Et ce qui est vraiment important, et je le répète encore ici, c'est que la vision du futur qu'elle a n'est pas la même vision du futur que possède Katakuri. Katakuri voit la véritable action qu'il va se passer sur un temps de quelques secondes, voire quelques minutes. Lui, ici, Basil Hawking, lui, c'est par rapport à des probabilités. On va prendre la chose, c'est-à-dire que l'instant où on est en ce moment, on fait des choix, et chaque choix qu'on fait, ou qu'on pourrait faire, crée un embranchement au niveau de notre vie. Et Basil Hawking, lui, la faculté qu'il a, c'est de voir tous les différents embranchements. Là, ici, il a dit aux Mugiwara, à Luffy et à Zoro, que eux, et bien eux, et non pas tout l'équipage en tant que tel, avaient 19% de chance d'être encore vivants dans un mois. C'est-à-dire que ça donne quand même 81% de chance qu'ils soient morts, ou que l'un des deux soit mort. Et ça sera en fonction des futurs choix qu'ils vont faire. C'est toutes les options qui s'offrent à eux. Et donc là, en un sens, Ichiro Oda, à travers ce pourcentage, nous dit que, malheureusement, on va être sur cet arc pendant au moins un mois. Il va se passer des choses sur un très 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 long terme. Et ça, c'est pour revenir seulement à une petite chose, c'est les 80% du futur du manga qui va être où bah justement il va ça. On en est déjà arrivé à 80% et qu'il ne reste plus que 20%. Et il y en a certains qui disent bah tiens, One Piece va se terminer dans 5 ou 6 ans. Non, 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 non. Il va y en avoir encore pour très 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 longtemps.